Bien, bon, on va démarrer donc la série de courses de cette année que j'ai intitulée donc Interface avec un S entre la science des matériaux, la biologie et la médecine. Et donc en fait, de tout temps, en fait, l'évolution de l'humanité a été fortement corrélée finalement à l'évolution des matériaux. On peut, je dirais, parler de science des matériaux à partir, je dirais, du début du XVIIIe siècle, mais ça a toujours été très très fortement corrélé. Alors bon, il y a quelques exemples que vous connaissez bien, l'âge de la pierre, du cuivre, les évolutions, je dirais, au cours de la fin du XIXe siècle, du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, avec en fait la machine à vapeur. Le XXe siècle a été très clairement le siècle de l'électronique, de la microélectronique, grâce finalement à la mise en forme et à l'évolution en fait de tous les matériaux à base de silicium. Et je dirais que le siècle que nous démarrons, en fait, est clairement le siècle des nanomatériaux, des nanosciences et des nanotechnologies, avec en fait des développements qui paraissent déjà évidents dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, mais également dans le domaine de la médecine et de la biologie. Sur cette diapositive, vous avez simplement une tumeur visualisée par résonance magnétique nucléaire, par IRM, en présence d'agents de contraste. Vous avez des liposomes chargés de nanoparticules. Ici, vous avez des céramiques hybrides, en fait, avec des tenues mécaniques bien meilleures par rapport lorsqu'on les compare aux céramiques traditionnelles, et avec également le fait que ce sont des systèmes composites à base de polymères qui ne relarguent pas des monomères. Là, un certain nombre de tests optiques pour la biologie, des systèmes à quantum date, et ceci est simplement un vecteur de silice qui est chargé finalement en molécules pour des traitements anti-acné. Alors ce domaine, interface sciences des matériaux, biologie, médecine, c'est un domaine qui est très très large, très très vaste, et c'est un domaine que je traiterai en partie pendant 2 années, donc les cours de cette année en 2013-2014 et l'année prochaine en 2014-2015, avec 2 axes principaux, en suivant 2 axes principaux. Le premier axe, c'est le domaine de la santé, qui me paraît un domaine prioritaire, donc c'est en particulier mieux voir, mieux comprendre, mieux diagnostiquer et mieux traiter. Et donc ce domaine de la santé, en fait, sera, je dirais, décomposé ou découpé en un certain nombre de leçons, des leçons qui concerneront, je dirais, les objets magnétiques, l'imagerie, mais pas que, je dirais également tout ce qui est associé à l'hyperthermie, de la même façon de l'imagerie optique, et en particulier les couplages entre l'optique et la thérapie, et il y aura une leçon sur les vecteurs thérapeutiques intelligents, c'est-à-dire les vecteurs qui sont en cours de construction dans la plupart des laboratoires de par le monde et qui, de mon point de vue, déboucheront, je dirais, dans les 10 prochaines années. Un autre aspect, c'est les aspects nanoparticules, toxicité, et également des systèmes, je dirais, biologiques qui construisent des nanoparticules. Donc ça, je ferai un cours l'an prochain. Également sur les calcifications pathologiques et un cours sur les biomatériaux et implants. Le second thème que je voudrais aborder au cours de ces 2 années est le thème qui concerne finalement le couplage en fait, avec nos modes de pensée de la nature, donc mieux comprendre la nature pour s'en inspirer, un regard, je dirais, vers un meilleur futur. Alors dans ce cadre-là, un certain nombre d'aspects seront abordés. Les matériaux, je dirais, bio-inspirés et biomimétiques, et j'insisterai sur le fait qu'on ne peut pas s'arrêter à des aspects de chimie des matériaux, il faut vraiment aller avoir une pensée systémique, donc intégrer finalement des matériaux, de la chimie, de la physique dans des systèmes complets. Également, donc, l'année prochaine, je vous parlerai donc, de cellules et d'énergie, des diatomées, bien que je montrerai quelques diatomées au cours de mes cours, mais je ferai un cours entier sur les aspects diatomées, je dirais que j'ai appelé de la dynamite au cristal photonique, mais nous reviendrons là-dessus, et également un cours sur tout ce qui est système hybride à base pour des bioréacteurs ou pour de la biocatalyse. Donc cette année, je vais plutôt traiter en fait ces 2 parties-là. Et pour commencer cette introduction, je vais commencer par en fait le couplage entre
je dirais, la science des matériaux et la nature. Alors évidemment, la nature, bon, on est tous admiratifs au niveau des couleurs. Vous allez voir dans l'exposé qui va suivre des choses magnifiques, en particulier des papillons. Donc on a une biodiversité à l'heure actuelle qui est encore superbe, je dirais, mais qu'il faut absolument conserver. Donc ce sont simplement quelques exemples pour vous rappeler que nous avons la chance de vivre dans un monde qui est superbe au niveau des couleurs et au niveau, je dirais, des espèces de la faune et de la flore que l'on peut y croiser. Alors au niveau des matériaux, donc il y a toujours cette dichotomie apparente entre matériaux minéraux, matériaux organiques. Matériaux minéraux, ce sont des matériaux, bon, vous voyez, avec une esthétique tout à fait marquée et particulière. Par exemple, les métaux natifs, l'or, bon, auquel un certain nombre de personnes sont relativement sensibles, mais également vous avez énormément de minéraux sous forme d'oxyde, de phosphate, carbonate, qui sont également esthétiques, mais également fonctionnels. Du côté du monde organique, bon, bah, ça, vous voyez, bon, donc les feuilles, les fleurs, des polymères, je dirais, naturels tels que le caoutchouc et les polyisoprènes. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est que dans le monde vivant, finalement, il y a énormément de matériaux qui sont hybrides au sens composite, organique, inorganique. Bon, la carapace de crabe, c'est un exemple sur lequel je reviendrai au cours d'une des leçons. Également la ballonne, c'est un système à base de carbonate de calcium et de biopolymères. L'ivoire, en fait, ici, comme dans l'os compact humain, la partie minérale, en fait, ce sont des phosphates de calcium et bien entendu une large quantité également de matériel biologique, de matériaux biologiques. Alors, justement, donc la nature, donc en partant de cette diversité finalement de composition et de matériaux possibles, il y a une chose qui caractérise finalement ces matériaux naturels, c'est finalement la création de structures dites hiérarchiques, donc de structures qui sont multi-échelles. Et ça, je dirais que c'est une constante dans beaucoup de matériaux, en tous les cas, beaucoup de matériaux qui sont optimisés au niveau de leurs propriétés mécaniques, par exemple. Alors, il y a ce premier point qui me semble important. Il y a un second point qui me semble important, c'est qu'il y a peut-être un souci d'esthétique dans la nature. On a toujours l'impression que la nature organise les choses pour faire des choses très, très jolies, très esthétiques, comme par exemple ces opales de terre. En fait, c'est de la silice. Mais la nature, finalement, vous voyez, malgré ce degré d'organisation apparent, se sert également toujours du désordre, parce que le désordre, c'est quand même un point important. Le désordre donne toujours de la robustesse au système. Et ça, c'est un point important. Donc, opales, je dirais, de terre. Au niveau de l'esthétique, opales de mer, les fameuses diatomées, donc qui sont des microalgues que l'on trouve dans le plancton et dont la coquille protectrice est essentiellement une silice. En fait, c'est de la silice biogénique et vous voyez, il y a des formes qui sont très variées. Ça ressemble également à des systèmes que l'on pourrait classer dans les cristaux photoniques. Alors, ces systèmes, ces microalgues sont des microalgues photosynthétiques et justement, la photosynthèse, c'est vraiment un exemple simple, je ne vais pas aller très loin dans la description de la photosynthèse, mais c'est un exemple simple qui vous montre que la nature nous donne clairement des notions de multidisciplinarité. Quand vous regardez la photosynthèse, en fait, la nature utilise finalement l'énergie lumineuse pour, convertir de l'eau et du gaz carbonique en sucre, en glucose, en carbohydrates et en oxygène. Et lorsque vous regardez le détail en fait, des mécanismes qui sont compris à l'heure actuelle, il y a à la fois de la chimie, de la physique et de la biologie qui sont intimement couplés et on dénote au moins 6 processus énergétiques élémentaires dans ce genre de système. Et c'est clairement un système, la photosynthèse. Je ne rentre pas dans les détails des différents processus, mais si vous voulez, on pourra en discuter ensuite. Alors, le point important ici, c'est que la nature, finalement, les réponses finalement du milieu naturel à un certain nombre de propriétés, eh bien, c'est toujours une réponse systémique. C'est toujours un ensemble de choses, des cascades. Et je vais vous montrer un exemple très naïf
dans la seconde partie de mon cours, qui vous montre en fait que les chercheurs à l'heure actuelle suivent vraiment cette démarche et essayent d'élaborer des systèmes, justement des systèmes, pas simplement des matériaux. Alors si l'on regarde ce que sait faire la nature, bien, on a déjà un certain retard par rapport à l'expérience de la nature, 3,8 milliards d'années d'évolution, et on a un certain nombre de matériaux et d'exemples, je dirais, d'animaux qui servent en fait comme source d'inspiration. Donc je vous en montre un certain nombre qui vont du martin pêcheur aux fleurs carnivores. Un certain nombre de ces exemples seront développés au cours des différentes leçons. En particulier, vous allez avoir un exposé relativement très complet sur tout ce qui est cristal photonique à base de papillons dans le séminaire qui va suivre donc de Serge Berthier. Et donc ces exemples-là, je vais les parcourir avec vous au cours en fait, des différentes leçons, et d'autres seront traités dans le cadre finalement des séminaires. Alors, les deux exemples que je voudrais, discuter un petit peu avec vous aujourd'hui concernent d'une part l'intérêt des surfaces naturelles pour faire des matériaux adaptatifs. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces surfaces pour faire des matériaux qui peuvent s'adapter en fonction des sollicitations auxquelles ils vont être soumis. Et un deuxième exemple qui va être basé sur une approche, je dirais, homéostatique, en fait, des matériaux, des systèmes qui vont être autorégulés. Alors, si l'on regarde le premier point, en fait, je voudrais simplement vous rappeler cette citation d'un illustre physicien, donc Pauli, qui disait au niveau des surfaces, justement, Dieu créa les solides, mais les surfaces sont l'œuvre du diable. En fait, je pense qu'à l'époque, vous voyez, c'était le début en fait, du siècle précédent, les méthodes de caractérisation n'étaient pas encore arrivées, je dirais, à un point de maturité suffisant, en fait, au moins au niveau des surfaces. Et clairement, le meilleur contrôle des propriétés de surface, c'est quelque chose c'est une science qui est en train de se faire, grâce finalement à une meilleure connaissance de la chimie de surface, mais également une meilleure information de la structure et de la microstructure et de la nanostructure. Alors, si l'on regarde maintenant les aspects, je dirais, d'interaction entre liquide et surface, typiquement l'eau et une surface, simplement je vous rappelle, je vais en parler, c'est pour ça que je vous rappelle simplement que l'angle de contact d'un liquide par rapport à une surface, c'est finalement un indice de mouillabilité si on travaille avec un liquide qui est l'eau. Alors si le liquide est l'eau, lorsque vous avez des angles entre 0 et 90 degrés, vous pouvez considérer que votre surface est hydrophile, avec une surface totalement hydrophile et une mouillabilité parfaite pour des angles de 0 degré. Votre surface est hydrophobe à partir de 90 degrés et on la classe super hydrophobe à partir d'un angle de contact, vous voyez, de l'ordre de 150 degrés. Alors si l'on regarde maintenant les systèmes naturels, donc l'adhésion, le mouillage sont vraiment des phénomènes qui sont vitaux pour de nombreux acteurs de la faune et de la flore, parce qu'il faut capter, réguler l'eau, également s'auto-nettoyer. Alors il y a un certain nombre d'exemples, par exemple des surfaces qui sont très fortement hydrophobes et qui présentent une faible adhésion. Donc, vous voyez les feuilles de nénuphar, les ailes des cigales, les yeux de moustiques. Les moustiques, en fait, ce sont donc des animaux qui subissent finalement des taux d'humidité élevés. Donc il faut qu'ils gardent en fait une vision, je dirais, particulièrement de très bonne qualité. Donc ils ont mis en place, la sélection naturelle a mis en place finalement des systèmes fortement hydrophobes. Vous avez également des systèmes fortement super hydrophobes, mais qui cette fois-ci avec de fortes adhésions. Les gouttes en fait, d'eau sur les pétales de rose, c'est un exemple que je vais discuter dans quelques secondes. Également super hydrophobie et adhésion directionnelle. Donc vous avez des systèmes qui en fait non seulement sont hydrophobes mais également orientent finalement le mouvement des gouttes d'eau, et également des surfaces collecteuses d'eau. En fait, il y a des conditions qui sont particulièrement difficiles au niveau du taux d'hydratation du milieu vivant. Et donc, par exemple, les carapaces de certains scarabées, les épines de captée, le fil d'araignée sont des surfaces qui permettent finalement intelligemment de capter l'eau. Et un autre aspect sur lequel je
j'interviendrai, c'est les aspects super oléophobie, en particulier qui permettent l'auto-nettoyage de systèmes qui vivent dans l'eau, comme le requin ou certains poissons, ou également les coquilles de coque. Et lorsque vous regardez d'une façon un peu globale l'évolution en fait de cette science de l'adhésion et du mouillage, vous apercevez que dans les 20 dernières années, il y a eu énormément de travaux qui concernent en fait ces interfaces air-eau solide, donc liquide, gaz solide, avec ces dernières années une forte poussée dans la réflexion des scientifiques, en particulier des gens comme David Quéré, qui va faire un exposé dans 3 cours, sur les aspects non seulement mouillage, microstructure, mais également sur tout ce qui concerne la dynamique en fait, de ce mouillage et la dynamique des gouttes. Par contre, ce que l'on voit apparaître aujourd'hui dans la littérature de façon marquée et peut-être encore plus originale, c'est l'étude finalement des interfaces, je dirais, entre 2 liquides et un solide. Et là, ça ouvre en fait un tas de nouvelles possibilités. Je vous montrerai un exemple dans le cours de la prochaine leçon. Alors, si je reviens en fait sur les surfaces biologiques, ce sont des surfaces qui présentent une hiérarchie structurale. Vous voyez ici la feuille de nénuphar avec des clichés de microscopie à différentes échelles, mais ceci est vrai également pour l'aile de la cigale ou pour les yeux de moustique. On voit très clairement qu'il y a une hiérarchie qui va du microstructuré au nanostructuré, et en particulier les propriétés hydrophobes super hydrophobe de la feuille de nénuphar sont dues finalement à cette combinaison d'une microstructure qui n'est pas si ordonnée que ça, si vous le regardez. Et c'est justement ce désordre partiel qui va permettre finalement d'avoir un système avec une certaine distance entre plots, qui va permettre d'avoir un système pour lequel la goutte ne mouille pas la surface. Donc des systèmes de ce type, vous voyez, avec un écart moyen de l'ordre de quelques microns, et donc ceci représente finalement la nappe d'eau. Vous avez également donc des surfaces qui, elles, sont également super hydrophobes avec des angles très élevés de l'ordre de 150 degrés avec forte adhésion. Donc, par exemple, l'exemple, je dirais, le plus classique, c'est celui du gecko, sur lequel, je reviendrai au cours de la 3e leçon. Ces propriétés d'adhésion sont essentiellement dues à la présence finalement de hiérarchie dans la division finalement des pattes du gecko pour atteindre finalement à l'extrémité de ces pattes des millions de nanosoies et de nanocavités qui permettent finalement d'obtenir des surfaces de contact exceptionnelles. Alors le pétale de rose, en quoi il se différencie par rapport à la feuille de nénuphar? Eh bien simplement, d'une part, vous voyez, donc c'est à nouveau une structure hiérarchique, mais le système, au niveau de la microstructure, c'est une microstructure qui est d'une part plus lâche, c'est-à-dire que l'eau peut mouiller partiellement la microstructure, et vous voyez, il y a une nanostructure qui est relativement bien développée sur la surface, et cette nanostructure, en fait, permet d'emprisonner de l'air, et en fait, lorsque on essaye, je dirais, de retirer la goutte, en fait, on produit une pression négative, et c'est ça qui donne finalement les propriétés d'adhésion qui sont relativement bonnes. Vous voyez, par exemple, ceci est une goutte posée sur une surface nanostructurée et microstructurée identique que l'on a simplement retournée. Donc, il y a des propriétés d'adhésion qui sont relativement bonnes. Alors, surface hydrophobe, toujours, donc des angles élevés, et donc vous avez d'autres systèmes qui ont des surfaces hydrophobes particulièrement marquées, en particulier les punaises d'eau, en fait, qu'on appelle donc géris, qui ont, en fait, c'est un peu le record dans les systèmes naturels super hydrophobes. Les angles de contact pour ce genre de punaises sont de l'ordre de plus de 175 degrés. Donc c'est quelque chose de totalement remarquable. Et évidemment, vu le poids de la punaise, si c'était un mammouth, elle rentrerait dans l'eau, mais vu le poids de la punaise, elle arrive très bien à se sustenter par effet hydrophobe sur l'eau. Alors les papillons également présentent un certain nombre de propriétés intéressantes. Alors il y a eu un travail récent qui a été fait entre le groupe de Lei Jiang et David Quéré, au cours duquel ils ont produit sur des surfaces de cuivre, vous voyez, des hydroxydes de cuivre en forme donc de micro-grilles nano-rainurées
et avec lesquels, justement, ils peuvent obtenir des effets super hygrophobes relativement proches, finalement, de ce genre de punaises d'eau. Et en particulier, ce qui m'a paru très intéressant dans leur travail, c'est que non seulement ils ont un angle de contact élevé, mais sous contrainte, la goutte se déforme, mais même sous contrainte maximum, bon, c'est une goutte d'eau, hein, typiquement 300 pascal, eh bien, on arrive à conserver finalement des angles de l'ordre de 145 degrés. Donc le système, ça explique très bien pourquoi ce système a une qualité super hydrophobe remarquable. Les ailes de papillon, Serge Berthier va vous en parler, je dirais, en profondeur. Ce que je voulais simplement vous signaler, c'est qu'à nouveau, bon, ce sont des systèmes qui sont super hydrophobes, mais que dans ce cas-là, l'adhésion est directionnelle. En particulier, c'est à nouveau un système qui se met en route. Vous voyez, il y a en gros deux positions en fonction du positionnement des ailes, dans lequel vous avez sur l'aile en fait un ensemble de nanotuiles recouverts, vous voyez, d'un nanoruban. Et donc, lorsque les ailes s'inclinent vers le haut, en fait, vous avez un positionnement de ce type avec un contact qui est parfaitement mouillant et la goutte reste bloquée. Et lorsque, justement, il y a mouvement d'aile, eh bien, vous avez déplacement, finalement, de ces nanotuiles. Et donc, vous avez, dans ce cas-là, un système qui est discontinu et vous avez un contact qui devient, cette fois-ci, composite non mouillant. Et les poches d'air piégées dans les écailles, en fait, entraînent, finalement, la libération de ces gouttes. Et dans ce cadre-là, les gouttes sont roulantes. Donc vous voyez à nouveau, j'ai choisi cet exemple simplement pour vous montrer que dans les systèmes naturels, ce n'est pas simplement de la chimie ou un effet physique, c'est vraiment un système qui répond. Alors, si l'on regarde maintenant au niveau synthèse, ce que l'on peut trouver dans la littérature, je vais commencer par les exemples les plus simples. On peut créer des surfaces adaptatives qui modifient finalement leurs propriétés hydrophiles hydrophobes en fonction de l'éclairement, donc d'un éclairement par de la lumière, par des photons. Alors, les surfaces qui sont bien connues pour en fait modifier leurs propriétés hydrophiles hydrophobes en fonction de l'éclairement, ce sont les surfaces des oxydes semi-conducteurs. Donc vous voyez, ce sont par exemple des surfaces qui ont été faites à partir d'oxydes de zinc, de tungstène ou de vanadium relativement variés au niveau de la composition. Et donc ces dépôts, en fait, vous voyez, les microstructures sont loin d'être, je dirais, organisées. Vous avez des structures un peu en chou-fleur, également avec une hiérarchie dans la microstructure. Et donc ça, c'est de l'oxyde de tungstène avec une vue dans microscopie électronique qui a été amplifiée. Et il est clair que dans le noir, en fait, l'oxyde parfaitement isolé, vous avez finalement un réseau qui est relativement hydrophobe, et voire même super hydrophobe. Mais à partir du moment où, comme c'est un semi-conducteur, vous envoyez un jet de lumière à la bonne longueur d'onde, je dirais par rapport au profil d'absorption de ce semi-conducteur, vous allez créer des porteurs de charge, et en particulier, vous allez créer des réactions d'oxydoréduction qui peuvent créer des lacunes d'oxygène qui vont venir être comblées très rapidement, en fait, par la présence d'eau. Donc vous allez avoir hydroxylation de la surface dans un deuxième temps, et la surface va être rendue très fortement hydrophile. Donc ça, c'est des exemples qui sont utilisés pratiquement tous les jours, et en particulier également dans le cadre des propriétés de photocatalyse. Donc pour le nettoyage finalement des vitrages ou autres. Alors on peut faire un peu la même chose, le même concept, simplement en modifiant maintenant, en hybridant la surface. Alors cet exemple, vous voyez, c'est un exemple sur lequel on a greffé en fait une surface de silice par des organosilanes. Et les organosilanes que l'on a choisis sont spécifiques, c'est-à-dire ce sont des systèmes de type spiropyrane qui sont photochromes. Donc les matériaux photochromes, ce sont des matériaux qui en fait subissent des réactions d'ouverture et de fermeture électrocyclique en fonction de la présence de lumière ou de non-lumière. Alors ce que vous voyez à gauche, c'est la forme fermée de ce spiropyrane qui est relativement hydrophobe, c'est ce que l'on voit ici. Dès que l'on voit un jet de lumière à la bonne longueur d'onde, vous avez la forme ouverte, qui est une forme mérocyanine, vous voyez, qui devient fortement polaire, et à ce moment-là, vous commencez à changer les angles de contact, donc vous basculez d'un système super hydrophobe à un système qui est partiellement, je dirais, partiellement mouillant. Alors, un deuxième exemple, qui concerne maintenant la variation finalement de
des propriétés donc, de mouillabilité des surfaces, mais cette fois-ci non pas en présence d'un stimuli venant de la lumière, donc des photons, mais un stimuli qui va dépendre du pH. Donc, à gauche de la diapositive, ce petit dessin représente finalement une couche d'or qui peut être simplement lisse ou nanostructurée, sur laquelle on est venu positionner, via en fait des fonctions thiol, parce qu'en fait ce sont les fonctions qui présentent une bonne affinité pour l'or, un brin d'ADN, et ce brin d'ADN a été choisi de telle façon à être modifié au niveau de la tête du brin par un groupement, vous voyez, un groupement body PP qui est fortement hydrophobe. Alors, en fonction du pH, c'est-à-dire à bas pH, vous avez une structure de ces monobrins qui va être repliée simplement parce que vous prenez en fait certaines fonctions et que vous avez finalement des associations par liaison hydrogène entre ces fonctions. Dès que vous augmentez le pH, à ce moment-là, vous déprotonez ces fonctions et le système, vous voyez, se redresse pour présenter vers l'air en fait ces parties fortement hydrophobes. Alors ça se traduit comment? Eh bien, ça se traduit comme cela. Vous voyez, lorsque vous avez une surface plane, parfaitement plane, et que vous modifiez finalement le pH, vous avez une petite variation de l'angle de contact, ce n'est pas extraordinaire, c'est une dizaine de degrés. À partir du moment où vous avez une surface qui est texturée, à ce moment-là, vous voyez, vous avez le passage en fait, d'un système parfaitement mouillant à un système super hydrophobe. Alors, le dernier exemple qui va concerner finalement les surfaces biologiques, en fait, c'est un exemple qui va décrire finalement comment on peut jouer en fait, sur l'énergétique d'un milieu dans lequel on a deux liquides et un solide. Et donc, c'est un petit peu un exemple qui est à mettre en parallèle finalement avec les propriétés, je dirais, d'auto-nettoyantes des peaux de requin et des écailles de poisson, et également de la surface des coques. Alors cet exemple, le voici. En fait, si on considère maintenant un système triphasique avec deux liquides et un solide, on va choisir, vous voyez, une huile particulière, c'est-à-dire une huile de type bromo ou halogéno-alcane, et ce que l'on peut faire en fait dans le cadre de cette huile, vous voyez, c'est un système qui n'est pas miscible à l'eau, mais grâce à la présence par exemple d'un groupe halogéné, on va créer une polarisation, et en particulier le premier carbone proche du groupe halogène est un carbone qui se charge très légèrement positif, qui apparaît, enfin donc il y a une polarisation, et donc cette polarisation crée un site de type acide de Lewis sur ce premier carbone. Maintenant, donc finalement, dans l'eau, vous savez que vous avez en fait en fonction du pH des protons ou des groupes OH-, et que ces groupes OH- vont avoir sont fortement basiques. Et ce que je vais vous montrer dans le transparent suivant, c'est que finalement ces propriétés de mouillage vont dépendre très fortement de l'affinité finalement de acide base de Lewis entre, je dirais, cette huile, cet haloalcane, et de l'eau, et qui elle-même va dépendre fortement du pH. Alors, voici à gauche l'évolution de l'angle de contact pour une huile apolaire, donc un alcane. Donc vous voyez, en fonction du pH, pratiquement, il n'y a pas de variation, c'est ce que en général on observe. Et donc, si vous regardez finalement la mouillabilité et les angles de contact, bon, ça ce sont les photos en fait, des résultats obtenus, vous voyez qu'entre pH 3 et entre pH 12, il y a très peu de variations, simplement parce que vous n'arrivez pas à stabiliser cette interface. Par contre, lorsque vous travaillez avec une huile halogénée, voici l'évolution de l'angle de contact en fonction du pH. Alors ce que vous voyez très clairement, c'est qu'au-dessus de pH 10, eh bien, il y a une très forte variation en fait, de l'angle de contact. Et alors cette variation se traduit en fait par vous voyez, ces photos de microscopie optique, où on voit clairement finalement que l'huile en fait, ne mouille pas l'eau. Et en fait, c'est cette stabilisation par création d'acide base de Lewis, de paire d'acide base de Lewis, qui permet finalement de stabiliser ces formes de gouttes totalement sphériques. En fait, c'est comme si on formait un surfactant finalement
à la surface de la particule en associant finalement les groupements hydroxyle, OH-, avec les carbones proches du groupement halogène. Alors, la seconde série d'exemples que je voudrais discuter avec vous concerne finalement des systèmes qui sont autorégulés grâce à un couplage entre la chimie, la mécanique, et ce couplage est réversible. Alors l'homéostasie, je vous rappelle que c'est la capacité d'un système à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes extérieures. C'est très important pour la survie des organismes naturels, la façon dont on peut réguler les températures, les pressions sanguines, les taux de sucre et pH. Et donc cette tranquillité, des fois, n'est qu'apparente, mais on sait tous que si on veut établir la même chose par des matériaux de synthèse, il faut coupler finalement l'aspect matériau à des capteurs, des actuateurs et des boucles de régulation. Et donc, c'est ce que vous faites typiquement lorsque vous construisez une automobile. Alors évidemment, c'est un système qui peut marcher, je dirais, qui peut être quelque part autorégulé lorsqu'on a démarré, je dirais, le contact, à condition, mais dans les deux cas, de fournir de l'énergie. Il faut quand même toujours fournir de l'énergie au système. Hein. Alors, concevoir un matériau, mais pas seulement, je dirais, tout un système. Mais tout un système. Alors donc, je vais vous montrer un exemple, en fait, dans lequel ce sont des chercheurs de Harvard qui ont fait développer ce travail. Et l'un des points, je dirais, importants, c'est l'utilisation finalement d'un hydrogel. Les hydrogels sont des systèmes polymériques qui peuvent en fait faire varier leur taille, je dirais, en fonction de sollicitations extérieures, telles que le pH ou la température. Donc typiquement, ça va dépendre de la composition chimique de l'hydrogel. Dans le cadre de gel à base d'acrylamide et d'acide acrylique, eh bien, vous voyez qu'en fonction du pH, vous allez déprotoner ou non en fait ces groupements carboxylates. Donc vous allez favoriser ou non finalement le réseau de liaison hydrogène avec l'eau. Et en fonction du pH, vous allez avoir, pour des pH acides, vous allez avoir un gel qui va être fortement contracté. Et pour un pH basique, vous allez avoir un pH qui va être fortement gonflé. Et donc ce qui va être utilisé dans le travail que je vais vous montrer, c'est justement la force mécanique que ce gel va imposer finalement à un système pour, vous allez le voir, modifier finalement l'orientation de piliers de polymère. Alors ça, c'est un hydrogel qui subit ces variations de volume en présence de variations de pH, et on peut également utiliser d'autres types de polymères. Je dirais le plus classique et le plus connu, c'est le polynipam, qui permet finalement, en fonction cette fois-ci de la température, en jouant finalement sur la qualité du réseau de liaison hydrogène ou finalement la recherche d'un système hydrophobe plus stable. Donc en fonction de la température, ce système va se gonfler ou se dégonfler, en particulier à haute température, ça va être un système qui va se contracter, et quand la température va baisser, eh bien, ce système va se gonfler. Et ce qui est intéressant dans le polynipam, et c'est pour ça qu'il est très souvent utilisé dans la plupart des travaux, c'est que cette température de transition, c'est quelque chose qui se trouve autour de 32 degrés et que l'on peut moduler de quelques degrés par chimie. Donc vous voyez, 32, 37, ça donne un certain nombre d'idées. Alors, le système que je vous décris est le suivant. En fait, c'est un dispositif qui a été élaboré par microfluidique. En fait, il y a deux systèmes de canaux. Ici, vous avez une solution aqueuse. Ici va se trouver donc l'hydrogel. Au-dessus, vous avez une solution avec les réactifs. Et ces deux zones ne se mélangent pratiquement pas ou pas du tout. Et elles sont soit élaborées en se basant sur des régimes laminaires à condition d'avoir, si on veut par exemple une phase aqueuse en haut et une phase aqueuse en bas. Donc on va choisir un système de microfluidique en régime laminaire pour qu'il y ait le minimum, avec des débits qui assurent le minimum, je dirais, de mélange. Et sinon, eh bien, on aura un système biphasique avec un solvant en haut, ça sera dans la deuxième partie, et en fait une phase aqueuse en bas. Et donc c'est cet hydrogel qui est situé ici qui va jouer le rôle d'actuateur en exerçant justement une contrainte mécanique sur ces piliers que vous voyez ici, qui sont également positionnés, je vais revenir dans une minute, sur la nature de ces piliers. Alors ce choix des piliers,
ce sont des piliers qui sont synthétisés à partir de polymères époxy, dont les tailles et les épaisseurs ont été ajustées de telle façon à avoir une propriété mécanique optimale autour de 1 GPa et qu'ils puissent subir finalement, qu'ils puissent être infléchis en fonction finalement de la contrainte que va marquer finalement cet hydrogel en fonction des sollicitations externes qui vont être le pH ou la variation de température. Alors, ce qui va se passer, vous voyez, donc c'est simplement un schéma qui illustre. On va avoir un système gonflé dans lequel les piliers vont rester droits. Donc ce gonflement va pouvoir être mis en place grâce à des variations soit de température, soit de pH. Et lorsque le gel se contracte, eh bien, les piliers vont se contracter. Donc en fait, ces piliers, finalement, ce que je vous disais, sont constitués de piliers de polymère époxy. Et c'est sur le sommet des piliers, vous voyez, que l'on va astucieusement venir positionner le catalyseur qui va être, lui, le déclencheur de la réaction chimique que l'on souhaite faire. Alors, comment on fonctionnalise, en fait, ces piliers? Simplement par timbrage. Ce que l'on fait, c'est que ces piliers sont en résine époxy, on les traite par un plasma sous oxygène de telle façon à créer finalement un haut de pilier présentant une surface réactive. Et ensuite, on vient timbrer, vous voyez, le réactif, le catalyseur, qui est ici symbolisé en rouge. Alors, vous voyez, donc ça, ce sont les piliers vus par microscopie. Donc ici, vous voyez les petites particules qui représentent les catalyseurs. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? Eh bien, un petit peu, ça c'est au choix. On va pouvoir mettre un colorant, je vais vous montrer un exemple, ou bien des catalyseurs de réactions chimiques diverses, donc des sels de platine ou des phosphines, ou bien des complexes de cuivre. Donc, maintenant qu'on a à peu près les outils en main, ce qu'il faut faire, c'est un premier test, c'est de voir un petit peu quelle est la réponse de ces piliers en fonction d'un test, je dirais, relativement visuel. Alors, dans cette première partie du travail, ce qui a été utilisé, c'est la fluorescéine. La fluorescéine, c'est un colorant qui émet très très fortement, mais dont l'émission va être inhibée finalement par la présence d'atomes lourds. Comme la plupart des colorants fluorescents, à partir du moment où vous mettez un atome lourd, en fait, vous facilitez les transferts d'énergie entre les états singuliers excités et l'état triplet, et donc vous perdez finalement de l'information lumineuse. Et donc, en fonction du degré de contraction du gel, eh bien, vous allez avoir un système dans lequel vous allez sortir finalement vos sommets de piliers de l'iodure qui quench la fluorescéine, donc le système va émettre dans ce cas-là. Donc quand le système est contracté, il va émettre. Par contre, dès que le gel va gonfler, eh bien, à ce moment-là, le haut du pilier va arriver dans la partie baignée en fait, par l'inhibiteur, l'iodure de potassium, et à ce moment-là, vous allez avoir une extinction. Et donc c'est ce que l'on voit ici. Donc quand vous êtes dans la position off, vous avez les piliers tordus et vous émettez finalement, la fluorescéine émet. Par contre, lorsque vous êtes pilier droit, la fluorescéine n'émet pas. Et donc cette manip qui est assez simple permet finalement de calibrer parfaitement le mouvement des piliers, par exemple en fonction de la variation du pH dans la couche inférieure, puisqu'en fait ce qui fait varier le degré de gonflement du gel, c'est simplement le pH de cette couche. Et donc ce que vous voyez ici, c'est un peu la courbe de calibration de la déflexion finalement des piliers. Vous voyez, ça c'est la hauteur du pilier en fonction donc des conditions et surtout, ce que vous voyez ici, vous suivez en fait l'extinction de la fluorescence de la fluorescéine. Donc quand vous êtes on, vous êtes éteint, puisque vous trempez dans l'iodure de potassium. Quand vous êtes off, vous êtes allumé, vous voyez la fluorescéine émettre, puisque vous êtes en dehors finalement de la solution dans laquelle se trouve l'inhibiteur. Donc ça c'est le premier point, c'est le calibrage du mouvement des piliers. Second calibrage, c'est de se dire quel est le temps de réponse de ce genre de système. Quel va être le temps de réponse de ce genre de système. Alors là, on va utiliser une réaction chimique assez simple. C'est finalement la dégradation de H2O2, la transformation de H2O2 catalysée par du platine pour former de l'oxygène.
Donc, même chose, dans le bain supérieur, dans la partie supérieure, vous avez le réactif qui est H2O2, le haut des piliers, vous avez le catalyseur. Quand le gel contracte, dans ce cas-là, eh bien, le catalyseur n'est plus en présence du réactif, donc vous n'avez rien, vous n'avez pas de réaction chimique. Dès que le gel gonfle, et à ce moment-là, le pilier se relève, rentre dans la phase active, le catalyseur rentre dans la phase active, et vous avez à ce moment-là formation d'oxygène. Donc vous voyez, les temps de réponse, eh bien, ce sont des temps de commutation qui sont très courts, de l'ordre de la seconde pour la réaction chimique. Ça, ce sont les volumes d'oxygène mesurés en fonction du temps. Donc ce sont des systèmes qui peuvent répondre très très rapidement. Alors ici, ce que je vous montre, c'est simplement un film qui va vous montrer le basculement des piliers et la sortie finalement de l'oxygène gaz. Vous voyez, donc là, hop, il n'y a pas de gaz. On a la position off, on va arriver dans la position on. Vous allez voir des bulles de gaz sortir. Donc en fait, ça c'est simplement une façon de visualiser, je dirais, le système. Alors, le point le plus intéressant de mon point de vue, maintenant qu'on a calibré en fait ces effets-là, c'est d'essayer de réguler finalement la température de ce système. Alors pour cela, ce que l'on va utiliser, ce sont des réactions qui sont des réactions exothermiques. Et donc ce travail, je dirais, est relativement général. Vous pouvez utiliser des réactions, je dirais, que ce soit de l'hydrosylylation, catalysée par du platine, la décomposition d'un hydroperoxyde, ou bien une réaction clique, je vous en ai souvent parlé dans les cours précédents, des réactions de couplage qui sont très utilisées à l'heure actuelle en chimie de synthèse, en chimie organique, entre un azide et un alcyne. Donc toutes ces réactions-là sont exothermiques et ce sont ces réactions-là qui vont être utilisées justement pour réguler la température. Alors, donc les catalyseurs, finalement, vont être positionnés, comme je vous l'ai montré précédemment, par timbrage sur le haut des piliers. Alors, à l'instant, je dirais, de départ, on se trouve dans une position dans laquelle tous les piliers sont situés vers le haut. Donc il y a, a priori, le pilier trempe dans le bain où il y a les réactifs, dont la réaction peut démarrer. Lorsque cette réaction démarre, cette réaction, elle est exothermique, c'est ce que je vous ai montré précédemment. Donc le système chauffe jusqu'à une température supérieure à la température critique du gel. Le gel se contracte, donc là, il y a actuation, et les piliers se courbent. Les piliers se courbent, ce qui fait que le catalyseur se trouve maintenant en dehors de la phase organique dans laquelle il y a le réactif. Et donc il y a arrêt de réaction, arrêt de la réaction chimique de ce fait, mais également il y a une évolution de la température qui tend à redescendre. Donc la chimie s'arrête et on dissipe la chaleur. Et le système se refroidit jusqu'à quoi? Jusqu'à la température critique à nouveau, à laquelle le gel se regonfle. Et les piliers, à nouveau, sous contrainte mécanique, se remontent. Et simplement, eh bien, vous avez, dans ce cadre-là, vous avez à nouveau la réaction qui peut se faire. Et c'est une boucle qui continue à se faire de façon autorégulée. Alors, ce que je vous montre ici, c'est l'évolution, finalement, de la température en fonction des cycles. Et ce que vous voyez, c'est que la température, elle est aux alentours de 32 degrés, avec un écart de 2,8 degrés entre le haut et le bas, ici. Donc, forcément, il y a une inertie. Mais c'est un système qui s'autorégule sur un grand nombre de cycles. Alors, ceci, pour une injection de 4 microlitres uniquement, vous avez un système qui s'autorégule pendant 6 heures, c'est-à-dire un système qui est capable de faire 95 cycles autonomes d'environ 4 minutes. Alors, les propriétés de ces systèmes, température critique et, je dirais, le delta T, sont modulables en fait en fonction de la modification chimique que l'on peut faire sur le polymère, sur le gel, le positionnement de l'interface, la nature de la réaction chimique qui peut être plus ou moins exothermique, et forcément la concentration en réactif. Alors, ce que je vous montre dans ce film, c'est justement l'évolution. Vous allez voir, ça va être très très clair. L'évolution des piliers en fonction de la température. Vous allez voir une courbe en dessous qui va correspondre à l'évolution de la température qui va être en rouge, je crois me souvenir. Et en bleu, vous allez voir l'évolution du positionnement des piliers vers le haut, vers le bas. Alors, ça a été accéléré, parce que
le temps passe. Alors vous voyez, clairement, je bascule, voilà, la température et le pilier. Alors évidemment, il y a un déphasage, il faut bien anticiper. Vous voyez le mouvement des piliers. 3 heures après, à nouveau, les piliers. En gros, 6 heures après, vous avez en fait un système qui est vraiment autorégulé, et si vous réinjectez 4 microlitres, ça repart pour un certain nombre d'heures. Donc c'est un système, je dirais, qui reste à la fois intéressant, mais à la fois très primitif, mais qui montre un petit peu vers quoi, si on veut vraiment faire des approches systémiques, on pourrait s'orienter pour créer finalement des matériaux qui s'autorégulent. Alors, la seconde partie, je vais finir dans le dernier quart d'heure qui me reste, va concerner, vous voyez, ces approches sur l'imagerie optique, les vecteurs thérapeutiques intelligents. Et donc, ça va être vraiment des points assez importants parce qu'il y a un domaine qui est en train de se développer de façon, je dirais, exponentielle, c'est celui de la nanomédecine. Je pense que c'est un domaine au niveau, je dirais, du nombre d'équipes impliquées de par le monde, également du nombre de travaux que l'on voit, je dirais, sortir de façon assez régulière, c'est quelque chose qui devient totalement énorme. Évidemment, c'est aussi dû au fait qu'il y a d'énormes financements dans cette voie-là, et ceci explique cela, mais pas seulement. Alors, cette petite diapositive vous montre finalement le chimiste devant le potentiel offert par les nanomatériaux, que je vous rappelle, ce sont des matériaux qui trouvent en fait des applications dans les domaines de l'énergie et de l'environnement, mais là, dans le cadre de ce cours, je vais me centrer plutôt sur les aspects biologie et nanomédecine. Alors le chimiste aujourd'hui sait faire donc des nanomatériaux très diversifiés, avec des compositions variables, avec des formes variables, mais il ne sait pas tout faire, bien entendu, et il y a encore énormément de recherches à faire dans ce cadre-là. Alors il y a toujours un aspect chez le chimiste des nanomatériaux, comme chez tous les chimistes, basé donc sur sa créativité et pour augmenter, je dirais, le volume de la connaissance d'une façon générale. Mais dans ce cadre de nanomédecine en particulier, eh bien, on cherche des systèmes qui puissent être utiles et efficaces, avec un minimum de toxicité et éventuellement, je dirais, avec un minimum de coût, mais on n'en est pas là. Alors, dans ce cadre-là, il y a un domaine qui a fait des progrès absolument colossaux dans les 10 dernières années, c'est celui de l'imagerie. Alors, vous connaissez bien entendu les imageries à la fois anatomiques et fonctionnelles, mais cette année, je vais plutôt me centrer finalement sur les imageries optiques et par résonance magnétique, qui sont vraiment des imageries, des modes d'imagerie associés finalement à des nanoparticules dans certains cas, qui sont vraiment en pleine évolution et pour lesquels finalement on sent vraiment qu'il y a une révolution qui est en train de se faire. Tous ces cours vont être complétés par d'autres séminaires qui vont également présenter les grands apports de l'imagerie nucléaire et également de tout ce qui est traitement par ultrasons, typiquement l'échographie. Mais mon cours va être plutôt centré sur tout ce qui concerne ces imageries anatomiques et fonctionnelles basées sur la présence de nanoparticules magnétiques ou de nanoparticules qui en fait permettent de moduler les propriétés photoniques. Alors ce que l'on cherche typiquement avec ces modes d'imagerie, en imagerie médicale, c'est de bien définir les liaisons, les lésions, les pathologies, d'obtenir des diagnostics le plus précoces possible, suivre la biodistribution des principes actifs, le suivi des cellules, il y a énormément de travaux dans le transport également, ce qu'on appelle cell trafficking, la distribution des gènes, également de coupler les imageries avec des thérapies basées soit sur de l'irradiation, soit sur du chauffage. Et il y a un développement qui me paraît être vraiment le développement de l'avenir, c'est tout ce qui concerne l'imagerie et la chimie du cerveau. Et là, il y a des exemples qui sont tout simplement magnifiques. Dans le futur, en regardant de façon un peu globale ce domaine, je pense que les verrous à faire sauter, des techniques comme la RMN vont être vraiment des techniques encore plus importantes de mon point de vue. Si on arrive à, d'une part, avoir des temps de réponse courts, aujourd'hui les temps de réponse des diagnostics, c'est de l'ordre de quelques minutes, voire plus. Si on arrive également à obtenir des résolutions
juste en dessous, autour de microns ou de la dizaine de microns. Aujourd'hui, les résolutions qu'on a par exemple en IRM sont aux alentours du millimètre cube. Hein. Et également, il y a une branche de la RMN qui se développe très fortement et qui est absolument magnifique. C'est ce que j'appelle l'imagerie spectroscopique, dans laquelle vous allez simplement, non seulement aller imager une partie à un endroit dans le corps, à un endroit du cerveau, près d'une tumeur, mais également, vous allez récupérer le spectre, l'information spectrale de qui est en train de faire quelque chose à ce niveau-là, au niveau des molécules biologiques qui sont en train d'interagir à un moment donné. Et donc ça va être un des grands développements, donc j'en parlerai pas directement, mais c'est vraiment un des grands développements de l'imagerie qui est en train de se faire. Alors, il y a des systèmes, systèmes de nanoparticules qui permettent d'imager typiquement avec des particules d'or, puisqu'elles ont des propriétés optiques, je reviendrai dessus, ce qu'on appelle la résonance plasmon, mais je ne vais pas le discuter aujourd'hui, qui sont déjà utilisés, mais il y a déjà des systèmes qui existent au niveau commercial. Par exemple, ces particules d'or recouvertes d'une couche de silice sont vendues sous le nom de Rochelle et permettent non seulement de l'imagerie, grâce à la plasmonique, mais également permettent, grâce à l'échauffement associé au pic plasmon, de traiter finalement des tumeurs par hyperthermie, soit donc par injection directe ou indirecte. Ça, ce que je vous montre ici, ce sont des systèmes qui sont prêts à être injectés via perfusion. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on injecte directement via une fibre optique en fait, cet ensemble de colloïdal de nanoparticules d'or et que l'on excite finalement par un laser qui rentre lui-même dans la fibre optique. Hein. Et donc ça, ce sont des systèmes qui sont déjà réels. Hein. Donc on en parlera également dans les leçons prochaines. Alors si l'on regarde maintenant du côté donc, des nanovecteurs et des nanomatériaux, on arrive donc aujourd'hui au niveau des laboratoires de recherche à faire des nanovecteurs, je dirais très très versatiles au sens anglo-saxon, avec des compositions variables, des tailles variables et justement des surfaces qui sont d'autant mieux contrôlées. Alors si on regarde du point de vue chimique et physico-chimique, ces nouveaux vecteurs, il faut contrôler la taille c'est très important, mais pas simplement la taille du cœur, mais la taille de l'ensemble, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rayon hydrodynamique, simplement pour véhiculer de façon, je dirais, contrôlée ces systèmes nanoparticulaires selon finalement les modes d'injection que l'on va choisir. Donc, contrôler la taille, je dirais, à l'échelle du rayon hydrodynamique. Alors, bien entendu, on peut également, et il y a énormément de recherches qui concernent l'évolution de la qualité, je dirais, de façon globale, de la qualité du cœur de la nanoparticule. Et également, on a besoin forcément de rendre ces particules, je dirais, furtives, pour éviter qu'elles soient simplement consommées très rapidement par les systèmes de défense. Mais également, on veut non seulement qu'elles soient furtives, mais également qu'on puisse cibler finalement, un certain type de tumeur par exemple. Et donc pour cela, eh bien, ces particules subissent finalement des modifications de surface. Vous voyez, par exemple, la plus classique, c'est le greffage de polymères hydrophiles du type polyéthylène-glycol, qui est bien connu pour ses propriétés de furtivité, mais également du côté donc, des groupes anticorps ou aptamères ou peptides que l'on peut greffer justement pour aller cibler de façon volontaire un réactif biologique au sein de l'organisme à traiter. Alors du côté du cœur, même si l'on considère aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de synthèses qui sont optimisées, je pense qu'on est encore très loin du compte. En particulier, la plupart de ces systèmes doivent se présenter sous forme de nanocomposites. Et donc au niveau des nanocomposites, eh bien, il y a énormément de chimie à développer. La composition en particulier de ces cœurs de particules, les modulations que l'on voit se faire et apparaître dans la littérature permettent finalement d'augmenter la sensibilité, donc la qualité de la réponse. Alors ce que j'ai en tête par exemple, c'est qu'en modifiant finalement par substitution très contrôlée les positions de certains cations dans des phases spinelles, vous pouvez multiplier par 50% les réponses magnétiques. Ça veut dire que vous allez d'une part utiliser, soit vous utilisez moins de réactifs, ce qui est toujours intéressant, soit eh bien, vous avez un contraste, vous allez beaucoup mieux marquer finalement un contraste par résonance magnétique. Alors contrôler la taille et la morphologie.
Alors, dans ces cœurs et dans ces vecteurs, donc de gauche à droite, donc si on fait un petit peu un inventaire rapide, donc les nanoparticules, qu'est-ce que ça peut être? En général, ce sont soit des oxydes magnétiques, bon, de type Snell, des chalcogénures, donc des quantum dots, des métaux, des liposomes. Donc ce que je vous disais précédemment, c'est que ces particules, dans de nombreux cas, bien sûr on peut jouer sur la taille, mais la taille compte mais ne suffit pas. Par contre, la surface, elle compte énormément. Et donc on peut, par exemple, les cibler via des réactions de greffage, ou on peut les rendre furtifs via à nouveau soit de l'absorption, soit du greffage. Très souvent, on est amené à faire des systèmes composites, des systèmes qui sont corps-shell, cœur-couronne, simplement parce que, d'une part, soit on veut isoler la partie verte du milieu extérieur parce que cette partie pourrait représenter une certaine toxicité, soit parce qu'on veut modifier finalement les réponses optiques de la partie verte, soit parce que finalement, accrocher quelque chose de ce type sur la partie verte, c'est pas évident, et que c'est beaucoup plus facile de le faire sur une coquille de silice. Alors cette coquille peut être de la silice, des polymères, des liposomes. Il y a également des architectures plus complexes dans lesquelles vous avez des systèmes en framboise, vous voyez. Donc ça, c'est des systèmes qui sont développés par notre collègue Étienne Duguay à Bordeaux, et donc qui permettent finalement, sur un même objet, de maximiser quelque part la réponse ou de moduler finalement les fonctionnalités, les potentialités du vecteur. Et puis vous avez des systèmes comme ceux-ci qui font un petit peu l'ensemble des choses. Alors, je vais terminer mon exposé simplement en vous faisant quelques rappels sur lesquels je ne reviendrai pas dans les prochains cours. C'est que très souvent, je vous parlerai, parce que ce sont les exemples qui existent, de couplage entre, je dirais, un cœur quelconque et une coquille, qui est souvent un oxyde ou un métal. Donc typiquement, ça va être de la silice. Dans certains cas, des métaux de transition. Dans d'autres cas, bon, un métal. Et donc, je vous ai dit, la surface compte. Et la façon de modifier cette surface et ce qu'on y met est très très important, justement, pour la création de ces vecteurs thérapeutiques sur mesure. Donc, dans le cas de la silice, eh bien, bon, c'est une réaction de chimie douce, sol-gel classique. On utilise les silanols de silice pour y greffer, via l'utilisation d'un organosilane, un agent de couplage, directement à peu près n'importe quel type de fonction. Alors là, vous prenez les catalogues habituels de chimie organique et vous pouvez à peu près positionner certaines fonctions plus simples, puis ensuite les transformer. Je ne rentrerai pas dans ce genre de détails, mais globalement, sachez que ça, ce sont des réactions qui se font de façon, au premier ordre, je dirais, très facile. Après, si on veut finasser, si on veut contrôler les dispositions sur une surface, agrégé, non agrégé, bon, bah, ça demande de la connaissance, ça demande de la caractérisation. C'est pas si simple. Alors, attendez. Là, voilà. Donc, par contre, si votre surface, c'est un oxyde de métal de transition, un oxyde de fer, par exemple, bon, bah alors, on sait tous en chimie que, eh bien, il va falloir coupler ces oxydes via des agents de couplage qui vont être soit des carboxylates, soit des phosphonates, donc des dérivés de l'acide phosphonique. Éventuellement, on peut utiliser des sulfonates dans certains cas. Pour des raisons, je dirais, de biocompatibilité, c'est souvent les carboxylates ou les phosphonates qui sont utilisés. Et en particulier, la différence entre ces deux agents de couplage, c'est que celui-ci reste collé de façon hermétique sur la surface, et celui-ci, il y a une certaine dynamique qui twiste entre la solution et la surface en fonction des compositions. Donc il y a une petite différence, une petite astuce, qui dans certains cas peut être éventuellement intéressante. En ce qui concerne les couplages sur les surfaces métalliques, le métal le plus employé, et pratiquement celui que j'ai le plus rencontré dans la littérature, c'est l'or. Et à ce moment-là, les couplages se font, c'est ce que je vous ai montré dans l'exemple des revêtements hydrophobes avec de l'ADN, via en fait l'interaction soit de thiol, soit de disulfure, soit de fonctions amines avec les surfaces d'or. Alors, il y a un autre point qui est important dans l'élaboration de ces vecteurs, c'est justement le couplage entre la nanoparticule et une fonction biologique qui va permettre de faire un certain ciblage. Alors là, au niveau des réactions de couplage, je dirais qu'il y a trois types de grandes familles. Il y a les réactions de couplage covalents, du type thiol sur maléolimide
Ça, ce sont des couplages très classiques, la formation de ce type de fonction amide. La chimie clique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça devient classique dans l'élaboration des vecteurs, ou des réactions, je dirais, plus conventionnelles en chimie organique, des réactions, donc des couplages de cycloaddition du type d'Isalders ou autre. Donc ça, ce sont les couplages, je dirais, que j'appellerais covalents. Couplage iono-covalent, eh bien, typiquement, ce sont les liaisons de coordination, où vous associez finalement des nanoparticules à des fonctions biologiques pour un éventuel couplage via, en fait, des cations que vous complexez, c'est de la complexation de cations, et des couplages non covalents, soit via des interactions électrostatiques, ça c'est très souvent utilisé, soit ce que l'on voit se développer dans les dernières années, c'est vraiment en fixant des interactions, je dirais, bien connues dans le monde de biologique, du type biotine-avidine. Et tout ça, je dirais, pour créer, je pense maintenant au niveau des laboratoires, c'est sûr, où on trouve, je dirais, je ne m'avance pas beaucoup, je dirais des 5000, 10 000 publications peut-être à l'heure actuelle, sur ces vecteurs, des vecteurs hybrides multifonctionnels qui peuvent présenter des propriétés de furtivité, de ciblage, de relargage contrôlé, partiellement, il n'y a pas encore de vecteur vraiment complet, avec des sondes, vous voyez, optiques ou magnétiques, un principe actif que l'on peut libérer. Donc ça, c'est l'essentiel des travaux de la littérature à l'heure actuelle, chacun essayant de construire une partie du vecteur, certains vecteurs étant arrivés à un degré de maturité au niveau de la construction, sauf qu'ils sont toxiques. Donc il faut tout revoir, mais c'est quand même important de faire avancer les idées, et l'idée c'est quand même à la base de bien contrôler la chimie et la physico-chimie pour construire ces objets. Alors voilà ce que l'on espère. Je reviendrai sur un certain nombre d'exemples dans le cadre de mes cours à vous montrer finalement l'intérêt d'avoir des sondes magnétiques luminescentes, l'intérêt de pouvoir traiter par hyperthermie certains systèmes. Alors j'arrive sur le dernier transparent, j'ai dépassé de 2 minutes et je termine donc. Donc ce cours interface sciences des matériaux, biologie et médecine. Après cette leçon d'introduction, la première leçon et la seconde et la troisième leçon vont concerner finalement les approches bio-inspirées et biomimétiques des matériaux. Ensuite, la leçon 4 je vais présenter en fait l'état de l'art dans les nanoobjets magnétiques pour l'imagerie médicale c'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter à l'imagerie médicale, forcément, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, il y a les utilisations autres pour de l'imagerie, je dirais, pour de l'imagerie couplée à de l'hyperthermie par exemple. Ensuite, pour des raisons, je dirais, de calendrier des séminaristes qui vont être invités, je voulais, moi, personnellement, traiter la leçon 4 puis la leçon 6, donc les sondes magnétiques et les sondes optiques dans la foulée, je dirais. Donc là, la leçon suivante, la leçon 5, ça sera une leçon sur les vecteurs thérapeutiques hybrides multifonctionnels. Et je finirai par une leçon sur les sondes optiques. Et vous verrez qu'il y a des tas de systèmes nanoparticulaires qui sont en train de se développer et qui sont particulièrement performants. Associés à ces différentes leçons, eh bien, il va y avoir un exposé donc, de Nadine Nassif qui va faire en fait un exposé sur des résultats tout nouveaux qu'elle a sur des matériaux particulièrement intéressants, des composites hybrides à base de collagène et d'hydroxyapatite. Sera couplé à l'exposé biomimétisme, un exposé de David Quiré, qui est le spécialiste français sur les problèmes d'adhésion sur des surfaces texturées. Puis nous aurons François Estève, qui est médecin, donc, qui va nous faire une conférence sur l'aspect de l'utilisation du rayonnement synchrotron pour imager le cerveau et pour traiter finalement certaines tumeurs. Puis Patrick Couvreur qui va nous parler donc, des dernières avancées dans les nanomédicaments, mais des nanomédicaments tels qu'on les utilise réellement aujourd'hui, contrairement à tout ce que je vais vous montrer, qui sont pour la plupart des exemples des constructions en recherche, mais qui ne sont pas des systèmes qui sont utilisés. Et on finira donc l'ensemble des cours par l'exposé de Matthias Fink, qui va donc... ces deux personnes, donc, ce sont les récipiendaires des prix d'innovation du CNRS, je vous le signale au passage. Et donc Matthias Fink va nous faire le point, je dirais un point de grande qualité sur l'imagerie ultrasonore. Alors, aborder un thème comme l'interface entre la biologie, les matériaux, la médecine, les aspects biomimétiques et bio-inspirés,
pour cette première introduction, il me fallait un conférencier que je connais très bien, donc, qui est Serge Berthier, qui soit un passionné du domaine. Et donc, après ce cours, bon, l'exposé qui va suivre, donc de Serge Berthier, qui est donc professeur à l'Université Paris Diderot, également professeur à Namur. Il est également à l'Institut des nanosciences de Paris. Également, de temps en temps, il est en Afrique du Sud. Hein. Ses thèmes de recherche, c'est l'optique des milieux désordonnés, pour les matériaux pour la conversion photothermique et l'énergie solaire. Mais il y a vraiment une passion, et qu'il va vous transmettre, je pense, c'est qu'il s'intéresse vraiment depuis des années, hein, il a écrit plusieurs livres, sur ces thématiques dans lesquelles on regarde la nature pour s'en inspirer et pour créer finalement des matériaux, comprendre à la fois les modes de construction et la physique de ces systèmes. Voilà, je crois que j'ai un peu dépassé, donc c'est à peu près bon. Je vous remercie pour votre attention.